Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Bargak Larbi, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « L'affaire du Sahara occidental, une arnaque diplomatique avec une victime le Royaume du Maroc », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur entame sa présentation du sujet en disant « Le Sahara, dans son ensemble, est un espace désertique de 8 millions de kilomètres carrés d'une très faible densité humaine. Il a été peuplé, des siècles durant, de populations nomades commerçantes aux côtés des différentes tribus installées tout au long de la côte méditerranéenne. Seuls les habitants de la partie atlantique du Sahara avaient des liens, d'allégeance avec les différents sultans des dynasties qui ont régné au Maroc. Le Maroc est le seul pays d'Afrique du Nord qui n'a pas été colonisé par les Ottomans, ni subi les invasions hilaliennes. Cela s'explique probablement par sa géographie et la protection, dont il a bénéficié avec les chaînes de l'Atlas. Le grand paradoxe de cette histoire réside dans le fait que tous les pays, constitués post-indépendance du XXe siècle, ont pu bénéficier d'une profondeur saharienne qu'ils n'ont jamais eue auparavant, sauf le Maroc qui souffre à se voir reconnaître ses droits et sa pleine souveraineté sur ses terres historiques. C'est ainsi qu'aujourd'hui l'Algérie dispose d'un Sahara de 1,5 million de kilomètres carrés, alors que l'Algérie en tant nation n'a vraiment existé que par à-coups. Il y avait la régence d'Alger, d'Oran de Constantine, le royaume de Tléken, la Kabylie, autant d'États très différents les uns des autres. C'est la France qui crée l'Algérie actuelle en grignotant sur le Maroc, sur la Tunisie et surtout en unifiant l'ensemble du territoire. La France ne l'a pas fait pour les beaux yeux des Algériens, bien au contraire elle considérait l'Algérie comme un ensemble de départements français qui relevaient administrativement du ministère de l'Intérieur. Tunisie et Maroc, sous protectorat, dépendaient du ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi la Libye, qui dispose de 1 million de kilomètres carrés de Sahara, l'Égypte 1 million aussi. Des étendues riches de leur sous-sol. Avant d'accorder l'indépendance à l'Algérie, la France a créé 3 départements au Sahara qu'elle a voulu un moment séparer du reste de l'Algérie française. Elle a même tenté de négocier avec le Maroc, fraîchement indépendant, des accords en vue d'obtenir la neutralité marocaine dans la guerre que lui menait le FLN, le mouvement de résistance algérien. Ce mouvement nationaliste est né des multiples vexations des colons français à l'égard des populations musulmanes. La nation algérienne c'est avant tout un ressentiment envers le colon français. La nation marocaine c'est un lien avec une dynastie, avec des révoltes quelquefois, bled si bas. Notre internaute invité met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que l'idée de la France était d'amadouer le Maroc en lui restituant Tindouf et d'autres localités. Le Maroc a bien entendu refusé la proposition française, préférant négocier des accords frontaliers avec Ferhat Abbas, le président du gouvernement algérien en exil, le GPRA. Un accord a même été signé, il ne sera pas respecté, Ferhat Abbas a été renversé quelques jours après l'indépendance. Feu Boumedienne, à la suite de Ben Bella, ne s'est jamais senti concerné par cet accord. Le Maroc finira par abandonner Tindouf. Un abandon pragmatique. Le pays est convaincu que le développement économique passe par la création d'un grand marché, et le Grand Maghreb en est un. C'est pour ça qu'il a fini par accepter de reconnaître ce fait accompli et signer un accord avec le régime algérien en 1969. Par contre il n'a jamais renoncé à récupérer ses provinces du sud. Occupées par l'Espagne depuis le XIXe siècle, Sakia el Amra, Oued Dahab, Cap Juby, Tarfaya et Sidi Ifni étaient des provinces marocaines depuis toujours. Aussi, dès que la fin du protectorat a été actée, le Maroc les a réclamés officiellement. La raison pour laquelle il ne faisait pas partie des accords d'indépendance de 1956 est la suivante: lorsque l'acte de protectorat a été signé en 1912, le Maroc, fragilisé par son soutien à l'émir Abdelkader, avait déjà été conquis et plusieurs parties de son sol étaient déjà occupées par l'Espagne. Il s'agit des territoires formant le Sahara Atlantique, Sakia el Amra, Oued Dahab et Cap Juby, ainsi que Sidi Ifni plus au nord. Il fallait donc procéder à leur restitution. La France qui avait des visées sur le Sahara algérien soutenait l'Espagne. Elle va tout de même faire pression, pour que le Maroc obtienne Cap Juby, Tarfaya en 1958. Elle cherchait le démantèlement de l'armée de libération, finalement intégrée au phare. Par contre elle soutenait l'Espagne sur le reste. Elle préférait le voisinage espagnol pour un accès à l'océan Atlantique. À l'indépendance de l'Algérie très vite confisquée par les militaires, notamment Boumedienne, le chef de l'armée des frontières, il est resté toutes les années de la guerre France-FLN entre le Maroc et la Tunisie. Il se dit qu'il n'a jamais tiré une balle contre un soldat français, il se rattrapera avec l'assassinat ou la déportation de tous les héros de la guerre, qui a duré 8 ans 1954 à 1962.
Monsieur Bargak Larbi approfondit sa réflexion de la manière suivante. Au départ de la France d'Algérie, le Maroc pensait qu'il était débarrassé d'un obstacle au recouvrement de toutes ses terres. Il allait vite déchanter. On a vu avec le véritable coup d'État en Algérie, mais ce n'était pas fini. En 1963, le nouveau régime algérien, issu de l'armée des frontières, est en difficulté à cause d'un soulèvement très important en Kabylie, soutenu par Ahmed Boumedienne, poussera Ben Bella à déclencher une guerre contre le Maroc pour y mettre fin. La guerre des Sables, c'est son nom historique, va très vite tourner en faveur du Maroc sur le plan militaire et permettre des avancées importantes sur le terrain. Ce sera toutefois un échec diplomatique, le Maroc étant contraint de revenir aux frontières d'avant la guerre, qu'il validera plus tard officiellement. L'Algérie meurtrie par 8 ans de guerre et adepte du camp des non-alignés, en réalité du camp socialiste dominant à l'époque, avait la sympathie de l'ensemble du tiers-monde. Il restait Sakia El Amra, Oued Dahab et Sidi Ifni. Le sort de cette province sera réglé dans le cadre d'un accord au même titre que celui de Cap Juby. Par contre les deux premiers vont rester en suspens. C'est avec l'Espagne qu'il y avait un enjeu. Le Maroc qui a déposé le dossier du Sahara au niveau de la 4e commission de décolonisation dérangeait ses plans. Elle a alors proposé l'organisation d'un référendum, sous son autorité, par lequel elle propose aux habitants de la région, soit d'accepter un rattachement à l'Espagne soit leur indépendance. Pourquoi un référendum, alors que le Maroc avait récupéré Cap Juby et Sidi Ifni dans le cadre d'accords? En réalité, l'Espagne n'avait qu'un seul objectif: écarter le Maroc et ses revendications. Le référendum lui donnait l'occasion soit d'avoir un aval définitif sur la propriété du Sahara, soit de créer un État soumis. L'Algérie ne voyait pas d'un mauvais œil cette démarche espagnole, mais elle restait à l'écart. Le Maroc venait de subir 2 coups d'État militaires et il pariait sur une monarchie ébranlée. C'était sans compter sur l'attachement des Marocains à leurs institutions. La posture espagnole peut se comprendre, la colonisation a permis à un certain nombre de pays de s'imaginer puissants, ce que ne reflétait ni leur économie ni leur position au classement mondial. Il se disait aussi que les sous-sols du Sahara occupés par l'Espagne regorgeaient de minerais et d'hydrocarbures. L'Algérie restait aux aguets. Son objectif était clair: obtenir une ouverture vers l'Atlantique, afin de valoriser les importantes découvertes de son propre sous-sol. Devant les protestations marocaines, de plus en plus virulentes à l'ONU, l'Espagne s'est défendue en arguant que le Maroc n'avait aucune légitimité sur cette terre. C'est une perche qui a été tendue à Hassan II, qui en a profité pour saisir la Cour internationale de justice. La réponse de cette dernière, le 16 octobre 1975, a été claire. Le Sahara n'était pas une terre sans maître avant l'arrivée de l'Espagne, et il y avait des liens d'allégeance avec le Maroc. On ne demandait pas plus. C'est le moment qu'a choisi l'Algérie pour sortir du bois. La Cour internationale de justice rajoutait, en sus de ce qui avait été demandé, une clause par laquelle était recommandée la nécessité de consulter les populations par un référendum d'autodétermination. L'auteur continue de la manière suivante. Pourquoi l'Algérie? Parce qu'on sait aujourd'hui que ce rajout avait été insufflé par un juriste international algérien membre de la Cour. Monsieur Mohamed Bedjaoui faisait partie d'une équipe de jeunes Algériens formés à la défense des intérêts de leur pays, que l'Algérie avait poussé pour qu'il soit recruté au sein des instances internationales. Son passage au sein de la Cour internationale de justice aura permis au régime algérien de maintenir artificiellement ouvert ce dossier. Hassan II ne se laissera pas faire, fort de la décision de la Cour, il lancera la marche verte, le 6 novembre 1975. Négociera le transfert de souveraineté avec l'Espagne, le 14 novembre 1975, et consultera le peuple sahraoui via ses représentants à la Jema dans la foulée. L'Algérie s'y opposera violemment par courrier déposé à l'ONU et exigera un référendum d'autodétermination. Elle bénéficiera d'un soutien de poids, le fantasque Kadhafi, un illuminé qui voulait renverser Hassan II et un fantasque. Plus tard il unira son pays au Maroc. Devant le manque d'écho à sa requête, le régime algérien décidera la création de la RASD en contradiction avec le principe qu'ils étaient censés promouvoir, à savoir le référendum d'autodétermination, qui suppose un choix entre indépendance et rattachement au Maroc. Expulsion de plusieurs milliers de Marocains d'Algérie en 48 heures. Cette opération, au-delà de son extrême gravité sur le plan humanitaire, avait pour but premier de déstabiliser le royaume sur plusieurs plans humanitaires, financiers et ouvrir un nouveau front, pour le Maroc au-delà du front du Sahara, attaque des positions marocaines par l'armée algérienne, notamment à Amgala où l'armée algérienne allait connaître une cuisante défaite.
Par la suite, devant les pressions à l'international, le monde vivait les conséquences du deuxième choc pétrolier et l'Algérie disposait de moyens énormes. Hassan II a fini par accepter le principe du référendum. C'était en 1981 à Nairobi. Cette proposition avait rallié toutes les composantes de l'Afrique. M. Samora Machel, le président du Mozambique, un homme de l'extrême gauche africaine, avait même déclaré « Nous saluons le Maroc » pour avoir eu le courage d'écouter la voix de la justice et de la raison. C'est un acte qui le grandit, l'Afrique se retrouve unie. Cette proposition a été refusée par un pays, l'Algérie. La raison, une telle décision était accompagnée d'une exigence, dissoudre la RASD. L'Afrique est mal partie, cette affirmation de René Dumont est toujours d'actualité. La RASD sera acceptée comme membre de l'Organisation de l'Unité africaine et le Maroc s'en retirer par la suite. Un accord a été signé pour un cessez-le-feu entre le Polisario et le Maroc en vue de l'organisation d'un référendum. Cette solution va finalement conduire à une impasse. Impossible de définir un corps électoral et surtout impossible d'assurer l'équité de l'information des électeurs. Aucune campagne électorale ne pourra être envisagée pour expliquer les différents projets en compétition. En ce qui concerne les Sahraouis, on peut distinguer les patriotes, qui ont toujours soutenu leur marocanité. En juin 1975, une délégation de Sahraouis a été reçue à Madrid. C'est des élus de la Jama. À la question de savoir ce qu'ils feraient en cas de guerre entre le Maroc et l'Espagne, ils ont répondu à la quasi-unanimité, on ne pourra pas lever les armes contre nos frères en religion. À partir de là, même s'ils avaient un petit espoir de voir la Cour internationale de justice leur donner raison, les autorités espagnoles avaient compris qu'il fallait négocier avec le Maroc. Plus tard en 2002, Bouteflika a proposé à James Baker de reconnaître la marocanité du Sahara sur Sakia El Amra et installer le Polisario sur Ouadadaab. Rompant de façon spectaculaire avec les principes jusque-là défendus, selon les besoins, à savoir un référendum. Cette proposition sera rejetée par le Maroc. Elle a le mérite de prouver la duplicité des Algériens et leurs véritables objectifs. Cette proposition est officielle et figure dans les archives officielles de l'ONU. Qu'en pensent les Sahraouis? Il faut reconnaître que certains d'entre eux sont indépendantistes. C'est probablement une petite minorité comme il en existe dans tous les pays du monde. La Corse, la Bretagne, la Catalogne, les Pays Basques, la Kabylie sont autant de territoires avec des mouvements indépendantistes. Les identités lorsqu'elles sont exacerbées s'expriment. Une grande majorité vit tranquillement chez elle, elle participe au développement de son pays. Elle est nombreuse, sort dans la rue pour fêter les victoires de l'équipe nationale et participe à la vie politique du pays via des élections locales et nationales. L'auteur conclut son article en ces mots. Enfin, les dirigeants du Polisario, et leurs familles proches et lointaines, vivent dans un confort luxueux, aux frais du contribuable algérien. Ils défendent des causes qui leur sont étrangères, vous pouvez les rencontrer sur les réseaux sociaux, ils ne tarissent pas de louanges à leurs bienfaiteurs. La situation est bloquée. La proposition de Bouteflika est aussi un signal de l'exaspération des dirigeants algériens. Il se dit, et c'est facile à calculer, que l'Algérie aurait dépensé 500 milliards de dollars pour maintenir ce dossier en vie. 2,5 fois son PIB. Aucun des chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays n'a eu la légitimité suffisante pour passer à perte et profit un tel montant. La fuite en avant est la seule solution et elle présente un avantage. Celui de taire toutes les oppositions. Comment sortir de cette impasse et éviter une confrontation armée, désastreuse pour les deux pays? Parce qu'il y a un risque. L'Algérie a consacré 40 milliards de dollars au ministère de la Défense les 2 dernières années et n'envisage pas de rapprochement, bien au contraire. Le régime algérien vise l'escalade. Il est complètement focalisé sur les projets marocains dans les domaines les plus divers. Tout justifie une attaque contre le Maroc, en foot, commerce, diplomatie, cette politique vire à l'obsession. Le Maroc ne répond à aucune provocation et continue son bonhomme de chemin. C'est sage, mais il n'empêche cette injustice subie est de plus en plus insupportable pour les Marocains malgré les victoires diplomatiques récentes. Rédigé par Bargak Larbi. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.